Alors bonjour encore, merci d'être venu ce mercredi. Jusqu'ici, j'ai sélectionné quelques exemples qui me semblent représenter significativement les études pluridécennales sur le texte cunéiforme présargonique de Blas, tant en positif qu'en négatif. Comme nous l'avons vu, dans certains cas, nos connaissances actuelles sont soit sûres ou très probables. Dans d'autres cas, il y a des difficultés, parfois considérables, soit dans la compréhension philologique dure et pure des textes anciens, à cause de leur nouveauté, soit dans la production scientifique moderne, à cause de son vieillissement rapide ou de désaccords persistants. Il est maintenant temps de faire le bilan et de présenter un cadre d'interprétation qui soit non seulement structuré, mais aussi ouvert aux progrès futurs qui doivent être configurés maintenant, plus de 50 ans après les premières découvertes. Aujourd'hui, je parlerai de 4 aspects: géographie, chronologie, lexique et histoire. Il convient de commencer par la géographie. L'horizon géographique des textes de Blas présargoniques est extraordinairement large. J'ai déjà discuté au préalable des aspects des comtats de Blas avec les régions auxquelles appartiennent les autres toponymes que vous voyez ici. Bien sûr, mes opinions sur ce sujet, la géographie, ne coïncident pas toujours avec celles d'autres collègues. En regardant vers l'Est, il est certain que dans des listes lexicales d'origine mésopotamienne, trouvées à Blas, se trouvent les toponymes d'Ilmun, c'est-à-dire Bahreïn, et Kish, cette dernière avec les villes de son grand royaume. Les textes de la pratique mentionnent Adab, Akshak, Kish elle-même, Erbilum et Hamazi, donc pouvoir politique des Sumer, Babylone et Assyrie. Plus près de Blas sont attestés Nagar et quelques villes du triangle de Khabour, Subartu en Haute-Mésopotamie et surtout Mari, mentionnée plusieurs centaines de fois. Mari contrôlait Toutoul, qui n'était pas un royaume à l'époque, mais était déjà la ville sainte du dieu, Dagan, qui ensuite donnera à Sargon d'Akkad l'accès à l'ouest. Les royaumes de Haran et d'Imar, ainsi que la gueule de Carchemish sur l'Euphrate, se trouvent à la frontière orientale de la zone d'influence de Blas. Quelque part près de Carchemish se trouvait aussi la mystérieuse Abarsal, avec laquelle Blas a conclu ce qui est considéré comme les plus anciens traités politiques connus aujourd'hui. Selon moi, Abarsal n'est pas le nom d'une ville, mais plutôt le nom d'un État territorial, plus précisément d'une petite confédération tribale située entre Alep et l'Euphrate. Des 3 horizons géographiques éblaïtes, l'horizon oriental est celui où les luttes au couteau entre assyriologues qui cherchent à localiser sur le terrain les toponymes, lutte typique de toutes les documentations cunéiformes dans leur phase adolescente d'études, sont dans l'ensemble limités. Les débats sur les horizons nord et sud sont bien plus virulents. Vers le nord, Armi et Gablul sont les toponymes les plus significatifs d'un groupe d'entités politiques anatoliennes importantes pour Blas en tant que partenaires commerciaux, notamment de métaux, pierres et arbres. Vers le sud, les identifications de Goublu et d'Ugurashu avec Byblos et l'Égypte, à mon avis sûres après les études de Van Nabiga et Piotr Steinkeller, sont naturellement d'une importance cruciale. La découverte historique de l'Égypte dans les textes de Blas, historique dans le sens de son importance pour nous, modernes, sont naturellement me permet de suggérer qu'un toponyme important, dont je propose une lecture qui donne le sens de terre haute, se réfère à une vaste zone du Levant méridional habitée par une confédération tribale paléomorite capable de produire des textes cunéiformes. À mon avis, entre elle et la Mésopotamie, s'étendait même très au sud jusqu'aux oasis de l'Arabie du Nord-Ouest, une autre configuration du monde amorite archaïque, identifiable par les toponymes Martu et, en accord avec Steinkeller, Tadnum. En dernière analyse, je peux proposer l'identification des aires culturelles suprarégionales que vous voyez ici. Elles sont la sumérienne akkadienne, celle du Haut-Tigre, celle du système euphratique khabourien,
celle nord-lévantine anatolienne, celle sud-lévantine égyptienne et celle paléo-amorite. Rien de nouveau, somme toute, mais au milieu du troisième millénaire, et avec une histoire antérieure de quelques siècles au moins, même si pour nous encore inconnue. Je passe maintenant à la chronologie. Les synchronismes avec des souverains mentionnés dans d'autres documentations sont rares. Dans le texte de Blas est bien documenté un roi Hyplusile de Marie, mentionné aussi dans les textes de Marie elle-même, la majeure partie publiée par Dominique Cherpin, et indirectement dans les textes de Nabada, par l'intermédiaire de son épouse Paba. Vous voyez ici la position de ces trois villes. Ebla, Mari et Nabada. C'est à partir de cela que l'on a obtenu les schémas chronologiques que je vous montre ici, avec les synchronismes importants avec Marie et naturellement un peu après avec l'Akkad. Un autre synchronisme est celui entre Ebla et l'Égypte. Alors qu'un objet daté au pharaon Képhrem, comme celui que vous voyez à gauche, devait être un héritage, une vieille chose, au moment de l'incendie du palais royal d'Ebla, les fragments d'albâtre à droite portent le nom du pharaon de la 6e dynastie Pépi Ier, dont le règne fut contemporain de celui du dernier roi d'Ebla, Ish-Ardamo. Et ici, vous voyez une complexe discussion récente de ces synchronismes qui montre les difficultés que nous avons pour obtenir des dates précises. Cependant, elle confirme qu'une date vers la fin du XXIVe siècle avant le Christ pour la destruction du palais royal éblaïte est très vraisemblable. Si nous passons à la chronologie relative des textes cuneiformes de Blas, en somme à la chronologie interne, indépendante des dates absolues, on remarque que l'on dispose de deux propositions interprétatives. L'une soutient que les textes couvrent un laps de temps de près de 50 ans, l'autre d'une quinzaine d'années au plus. Eh bien, ce point est bien sûr crucial. Tout change selon laquelle de deux hypothèses est considérée comme plus fiable. Personnellement, j'adopte l'hypothèse courte. Des recherches nouvelles, intenses, laborieuses, sont donc nécessaires pour résoudre positivement les problèmes de la chronologie interne des textes de Blas. Un problème connexe concerne la date de l'introduction de l'écriture cunéiforme à Ebla. Actuellement, on peut choisir entre deux hypothèses générales. La première affirme que lorsque les textes trouvés par les archéologues ont été écrits, l'écriture avait été adoptée très récemment. La deuxième hypothèse soutient que cette introduction est bien plus ancienne. Et vous voyez un résumé des positions importantes sur ce sujet. Sous les palais G, on a trouvé des traces significatives de deux autres importants bâtiments antérieurs, appelés G5 et G2. Actuellement, on estime que la partie de l'acropole d'Ebla, où plus tard fut construit les palais G, détruit peu avant 2300, a été édifiée vers 2700, donc plus ou moins 4 siècles auparavant. Pour moi, l'écriture cunéiforme est une fonction du palais, dans le sens que lorsqu'à l'âge du bronze ancien dans ce cas, les structures organisationnelles et architecturales deviennent trop complexes, alors l'écriture peut être adoptée. Et je préfère donc la seconde hypothèse. Un autre aspect connexe est la date de construction du Grand Archive 2769 dont on a parlé au début.
Pour moi, elle est très tardive, quelques années avant l'incendie final, mais pas trop, au moment des autres importants travaux de construction menés par les derniers rois d'Ebla Presargonic et Ardamo, qui sont mentionnés par les textes cuniformes eux-mêmes. D'autres propositions sur ce sujet existent. Revenant au texte cuniforme, un travail très important, plus subtil, devra être fait en utilisant quelque chose que désormais nous connaissons bien, la division de l'année en 12 mois. Depuis les premières études sur Ebla, 2 calendriers ont été identifiés. Les 2 sémitiques, l'un est international, également utilisé en Mésopotamie, l'autre est local. Les nombres de mois du premier calendrier sont pour la plupart incompréhensibles à nous aujourd'hui, tandis que ceux des secondes font clairement référence aussi bien à l'agriculture qu'à la religion. Les nombres de mois du premier calendrier sont de véritables noms propres, comme mars ou avril. Ceux du second sont des expressions périphrastiques, comme mois de la moisson ou mois de l'offrande au dieu Hadda. Et je crois qu'il faut absolument cartographier les milliers d'événements rapportés dans les textes administratifs, en tenant compte de leur positionnement dans les calendriers. Souvent, ça c'est facile, souvent c'est difficile à cause du fait que les textes sont fragmentaires ou que les scribes ont fait de l'économie dans des notations chronologiques. Et en général, à Ebla, il y a assez peu de nombres d'années, je veux dire un chiffre suivi par la notation 1. Il y a beaucoup de centaines de notations de nombres de mois et très rarement des notations de jours. Même si les notations de mois sont fondamentales, quelquefois on peut arriver à avoir la conscience des jours, ce qui dans d'autres documentations est disponible d'une manière formidable, pas ici, est plus rare. Les vrais problèmes, naturellement, sont les nombres d'années. Il faut cartographier les textes en tenant compte de la position des renseignements dans les calendriers. Récemment, j'ai commencé avec les mois intercalaires. Je présente maintenant 3 observations ponctuelles qui montrent que les calendriers étaient maintenus en phase avec les saisons. À 3 hommes de Byblos qui se trouvent à Ebla, on attribue la capacité de prononcer une formule, la formule de l'hirondelle et la formule du serpent. Les 2 textes administratifs qui rapportent ceci sont datés au premier mois, celui qui marque le début du printemps. C'était évidemment un mois important, et d'autres textes nous informent sur la pratique de purifier la maison du roi, précisément pendant ces jours. Il s'agit de véritables nettoyages de printemps qui devaient comporter d'importantes activités régénératives de nature plus ou moins hygiénique. En revenant aux hirondelles et aux serpents, nous avons ici ce qui devrait être la plus ancienne attestation des pratiques d'ornithomancie et d'ophidiomancie, significativement associées à des spécialistes itinérants provenant de la côte levantine. Le cas que vous voyez ici est moins frappant. Les mois intercalaires suivaient les secondes, qui étaient appelés mois de la moisson. Dans certaines années, la moisson a eu lieu pendant les mois intercalaires et non pendant le 2e mois, mais toujours en mai. Ce cas est plus particulier à mon avis. Un texte administratif qui enregistre des événements survenus au cours du 3e mois, donc plus ou moins en juin, rapporte tout d'abord l'arrivée à Ebla d'une nouvelle. On a vu l'importance de l'arrivée des nouvelles chez les administrateurs.
l'arrivée Ebla d'une nouvelle relative à un végétal que nous savons avoir été très important à l'époque, les concombres. Elle a ensuite été suivie par l'enregistrement de l'arrivée des concombres, en spécifiant les bénéficiaires, une femme de l'élite. Son nom est Enna Utu. Je dis Utu exprès parce que à Ebla, certainement, il connaissait les grands dieux mésopotamiens, akkadiens, Shamash, qui était un dieu, pas une déesse. Mais on soupçonne qu'à Ebla, la forme locale de la divinité solaire était féminine, comme à Ugarit après. Donc je reste sur le niveau Utu, parce que on ne peut pas comprendre si le vrai nom était Enna Shapash ou quelque chose de ce genre. Et donc, les concombres pour Enna Utu sont arrivés après la nouvelle. Il y a un délai entre la nouvelle et l'arrivée. Les mêmes textes nous informent que, précisément dans ces mois-là, Enna Utu a accouché. À mon avis, 2 jumeaux sont nés. Les délicieux et salutaires concombres du début de l'été sont évidemment liés aux besoins de la parturiente et des jumeaux, selon des coutumes et des croyances qui ne sont pas dépourvues de parallèles. Ces sympathiques scribes héblaïtes, nés de la fantaisie moderne dans un fascicule du National Geographic en 1978, devrait certainement changer ses vêtements et son style de vie. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui. Mais dans le même temps, bien familiarisé avec les mystères d'Ebla, il devrait également convenir avec moi que cartographier l'information des textes de la pratique héblaïte dans une grille géographique et chronologique, un travail énorme qui prendra des décennies, ne sera possible que si nous réussirons à traduire ces textes de manière fiable. Cela ne se produira que si nous entrons définitivement dans une dimension de travail d'équipe à accès ouvert et non propriétaire, avec une approche holistique où chaque élément des textes d'Ebla est utile pour expliquer chaque autre élément, sans barrière. J'ai montré dans les cours précédents combien de difficultés il reste quand nous abordons l'écriture et la grammaire de la morphologie à la syntaxe. Aujourd'hui, je n'en reviens pas sur ces sujets. Aidé par ce scribe héblaïte, aujourd'hui je vais plutôt parler du lexique de ces tablettes. Le lexique des textes présargoniques d'Ebla est une ressource extraordinaire, quantitativement et qualitativement. Le lexique est documenté aussi bien dans les noms propres que dans les mots de classification variés, noms communs, formes verbales, prépositions, pronoms, etc. Dans le domaine des noms de personnes, leur analyse onomastique ouvre les portes à un élément fondamental pour approfondir la compréhension historique, qu'est l'analyse prosopographique. Elle reviendra prochainement sur le devant de la scène, en lien étroit avec de nouvelles études des noms de professions et de fonctions. Cela renouvellera l'ensemble des éléments de base nécessaires à la reconstruction de la société dans les formes qui nous sont possibles. En outre, il est nécessaire d'établir définitivement la signification du sumérogramme SASA, un sumérogramme qui a mérité une voix dans les Real Lexicon de la sériologie, donc un sumérogramme important, généralement traduit comme palais, mais que je pense plutôt identifier les possessions de la couronne. Je remarque aussi que, pour marquer une fois de plus l'altérité assez radicale des blats présargoniques par rapport à la Mésopotamie contemporaine, il y a l'effet qu'à Ebla, le palais royal n'est jamais indiqué par le terme ekallum. Souvent, nos catégories politiques et organisationnelles, qui décrivent si bien les pouvoirs politiques de l'alluvium mésopotamien, ne servent pas à expliquer ceux du Levant septentrional de l'âge du Bronze ancien. La caractérisation de l'État néo-sumérien que vous voyez ici en bas, cependant,
me semble bien s'adapter à cette configuration politique présargonique que nous appelons les royaumes des Blas. L'étude renouvelée des noms divins donnera des résultats surprenants. Nous ne sommes pas trop loin de la compréhension systémique du panthéon des Blas. Un panthéon qui, en plus de dieux bien connus comme Ishtar, Ishkara, Shamash ou Dagan, abrite des divinités que nous découvrons avoir été de première importance, mais qui, avant la découverte, étaient inconnues. Je fais référence au grand dieu de Blas, Kura, à son épouse Barrama ou au dieu Nidabal. Un trait dominant saute déjà aux yeux. Les dieux de Blas étaient étroitement liés aux pratiques thérapeutiques, ces dernières étant vitales pour les élites qui ont produit les textes. Et ça, ce n'est pas surprenant. Les thérapies héblaïtes sont un petit sujet passionnant qui n'est pas encore bien exploité. Thérapie signifie maladie, et parmi les maladies, il y a des épidémies. Un texte administratif, arrête 1547, enregistre pas moins de 20 décès, de 20 hommes qui sont morts, parmi les membres de l'élite, des morts qui se sont produits au cours d'un seul mois. Une épidémie est l'explication logique de cette situation extraordinaire. Les pratiques mortuaires constituent également un dossier significatif. Les informations abondantes sur les malades et les morts méritent d'être systématiquement encadrées. L'importance des mariages, d'ailleurs, mariages interdynastiques et non, avec des conséquences politiques considérables, a déjà fait l'objet d'études qui doivent être approfondies dans leur aspect structurel et événementiel. Les rituels royaux de Blas, les textes importants que nous avons déjà vus d'une manière préliminaire, tournent en effet autour d'un mariage. Plus en général, l'un des grands résultats des découvertes épigraphiques à Tel Mardich est de rétrodater, au milieu du IIIe millénaire, des faits culturels propres aux sémitophones que nous retrouvons dans des documentations cunéiformes successives, et parfois même dans la Bible. Les boucs émissaires, par exemple, est un cas supplémentaire. Ce sont des choses qui viennent de la préhistoire. En outre, les lexiques héblaïtes concernant les realia, les objets, toutes les choses matérielles, pourra donner lieu à de nouvelles recherches visant à déterminer de manière complète le nombre de plantes, d'animaux, de matériaux et d'objets produits par les différentes industries documentées. En plus de passionner les érudits, cela aidera aussi les historiens. À côté de celui de la terminologie des différents biens, l'étude d'une partie habituellement un peu négligée des textes de la pratique, et je ne parle pas seulement des textes héblaïtes, je parle de la sérologie en général, devient de plus en plus important. Je me réfère aux chiffres, aux numéros, et à tout ce qui se rapporte aux quantités. En cela, les informations se prêtent vraiment bien à être structurées de manière à produire des résultats utiles pour mieux comprendre l'économie et en général la base matérielle des cultures reflétées par les textes présargoniques de Blas. Ici, vous voyez les quantités maximales d'or, argent, étain et cuivre et bronze qui sont enregistrées dans un seul texte. Et on peut remarquer à droite, les kilos, qu'il s'agit de chiffres impressionnants. Ça s'est fondé sur un texte seulement, hein, donc pas sur un dossier articulé. Et là, il faut être prudent, il ne faut pas faire des fautes comme répéter les données d'une manière mécanique. Mais ça, c'est à l'intérieur d'un texte seulement, donc c'est fiable si nous considérons nos textes administratifs fiables. Et ici, vous voyez quelques enregistrements qui viennent de textes administratifs encore, enregistrements qui, à mon avis, nous informent sur des quantités de mesures de céréales de l'ordre d'1 million, ce qui est un peu surprenant. Non seulement les numéros notés dans les textes de la pratique doivent être
définitivement cartographiés. Du point de vue philologique, il faut résoudre un problème d'interprétation qui tourne autour de la notion de voyage. Marcher, voyager. Cela est lié au lexique commercial et juridique aussi, à partir de quelques nombres de professions, de fonctions et d'occasions. Dans les prochaines 3 diapos, un peu complexes, je vous montre quelques mots-clés. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Venons à la première, celle-là, je crois, oui. Et vous voyez, alors, il y a plus que 600 attestations de marchands de genres différents. Il y a 3 types. La partie importante est là, parce que c'est sûr, ça c'est conjecturel. La partie importante est là sur 3 marchands différents qu'on peut distinguer à partir de leur, disons, vocation opérative, la longue distance, une activité de businessman à l'extérieur et des marchands qui résident dans une carum, dans une station de commerce. Et vous voyez que grâce au travail d'autres collègues, je peux poser des choses synthétiques qui sont intéressantes aussi au niveau linguistique pour comprendre l'évolution des mots. Les 3 expressions sont... il s'agit de sumérogrammes, mais est-ce que c'est du sumérien? Probablement non. Damgar a été justement interprété comme un emprunt d'une forme du verbe makaru en sumérien. Gaesh, il a été interprété encore une fois comme un emprunt du verbe qui donne en acadien kiashum, qui est un verbe très bien connu. Et l'ude, car probablement ce n'est pas du sumérien, la présence de l'ude au début fait soupçonner qu'il s'agit d'une langue sémitique. Derrière, il y a Shah Karim, la forme. Donc, c'est intéressant de noter que le commerce semble réellement connoté par des expressions qui proviennent des langues sémitiques. Ce n'est pas important si c'est l'acadienne ou l'héblaïte. Et ici, il y a le fait que je trouve presque sûr, même si ce n'est pas complètement... Il y a d'autres qui nient ça, mais qu'à Tunip, et vous verrez après, mais Tunip est à gauche d'Ebla dans la carte géographique entre Ebla et la mer Méditerranée, il y avait un carum de 30 marchands de Marie, avec leurs 30 épouses, et avec des hommes à côté, et tout ensemble, si on considère les gens qui ne sont pas notés, parce que les scribes n'avaient pas besoin de les noter, les enfants, les vieux, etc., ça donne probablement quelques milliers de mariottes qui, je crois, d'une manière stable, résidaient dans un carum à Tunip qui, dans ma tête, est semblable. On peut le comparer au carum des Assyriens à Kanesh, en Anatolie. Et les marchands étaient propriétaires aussi de terres dans les royaumes de Bla, il semble. Et ça, c'est la terminologie relative aux marchands. Ici, la terminologie, encore comme d'habitude, de Bla, très souvent sont des sumérogrammes, mais interprétés d'une manière qui a vraiment très peu de liens avec les Sumériens, les vrais Sumériens. Et il y a le lexique qui peut être considéré dynamique ou statique, ça dépend, c'est ma taxonomie, mais ce qui est important, c'est cette partie-là, la quantité d'attestations qui est considérable dans les textes que je connais, donc dans les 2 tiers de textes retrouvés. Hein. Et ici,
également, dans le cas des marchands, vous voyez que les attestations sont suffisantes pour bâtir des théories interprétatives. Donc, il y a la terminologie des transactions. Très important, naturellement, est ces trucs-là, parce que derrière, il y a toute la question des cadeaux. Et je trouve que cadeau, qui est la traduction courante, est franchement une traduction érudite qui dit très peu de la réalité de l'époque. C'est moderne, très moderne. Et enfin, 3 mots-clés qui parlent de choses qui ne sont pas ni les marchands eux-mêmes, ni la terminologie des échanges entre eux, mais qui font référence à des endroits. Et ça, c'est très important parce qu'on a la preuve qu'il y avait de... Bon, moi, je le traduis foire, je crois en français c'est foire, fière en italien, faire en anglais, plutôt que marché, mais la distance est minimale probablement. Ce qui est important, c'est que cet endroit-là était, on peut dire, lié au temple, 2, diffusé dans le territoire d'une manière capillaire, d'une manière continue et diffusée, et 3, pas stable, mais lié au calendrier. Et donc, on peut imaginer toute une circulation des marchands et d'autres gens qui étaient à côté des marchands, parce qu'il y avait pas mal d'autres activités à côté, qui se déplaçaient en suivant les calendriers, en suivant les cultes et en suivant les gens qui pouvaient être intéressés à leurs marchandises. Et on arrive à la fin à ça, qui est les mots-clés de toute cette construction, ces sumérogrammes qui, vous pouvez lire ici un peu de données sur l'histoire interprétative. Nicasse est absolument central. Et je dis, il faut définitivement comprendre comment traduire le sumérogramme Nic 2 Cas4, qui a été interprété comme une indication d'une campagne militaire, mais qui, à mon avis, se réfère plutôt à une expédition commerciale, normalement un événement aux significatives implications politico-diplomatiques. En fait, pour moi, Nicasse identifie une caravane voyageant à l'étranger, très loin de sa patrie. L'impression est que ces caravanes mobilisaient un très grand nombre de personnes, tant étrangères qu'éblaïtes, engagées, entre autres, dans des aspects concernant la logistique et l'ordre public. Certains textes font état d'une force de travail impressionnante, comprenant à la fois, c'est ici, ou non, 2000... Oui, c'est ici. 2600, plus que 2600 hommes employés dans des travaux divers et plus que 22 000 hommes employés en vue de ces expéditions. En effet, des événements de masse sont enregistrés dans le texte de Blas, pour des raisons diverses, pas toujours bien définissable. Vous voyez, par exemple, ici, les tableaux que j'ai faits de l'un de ces événements. Il a eu lieu dans la ville sainte de Hama, au sud de Blas. Et cet événement impliquait au moins 6406 personnes. Et je ne peux pas dire... tout est lié à ça. C'est le terme clé, les keywords. Et naturellement, les traductions... Ce qui est sûr est que Shubhati doit, à la fin, classifier la transaction. Donc, Shubhati nous dit que tous les tissus, parce qu'il s'agit de Tugde, ont été reçus par les gens. Donc, au niveau administratif, l'affaire s'est bien passée.
tout a été délivré et les gens ont reçu et amené ailleurs ce qui était juste dans la condition donnée, dans la situation donnée, qu'ils devaient prendre. OK. Mais In Hamat fait partie de la zone Shubati de l'enregistrement où il est à mettre en relation au mot-clé. Je veux dire, pouvons-nous admettre que l'administration de Bla était un degré de donner à plus que 6400 hommes des tissus à Hama, ou au contraire, les tissus ont été donnés à Ebla et les gens qui sont enregistrés sont les gens qui, après ou avant, nous ne savons pas, ont fait les Igidou in Hamat. Donc, la réalité, la vraie réalité derrière cet enregistrement, qui certainement est fiable. Il y avait 6400 hommes qui ont pris des tissus, ça c'est sûr. Mais où et dans quelles conditions reste encore à étudier, et il faut naturellement les mettre en parallèle avec d'autres circonstances comparables, et il y en a. Vous voyez en tout cas qu'il y a des musiciens, il y a des chefs, il y a une population variée, très variée. Et le roi, il est lui-même en cause avec ses valets, les gens qui s'occupaient de sa propre santé, sa propre alimentation, hygiène, etc. Donc, c'est quelque chose au niveau royal. Et Hama était une ville sainte. Donc, on pourrait soupçonner que la raison ultime est religieuse, peut-être un pilgrimage. Tout cela me permet de suggérer la dimension la plus probable du royaume éblaïte. Pour moi, il était normalement étendu plus ou moins entre les deux villes saintes d'Alep et de Tunip. Et à Tunip est ici, et il y avait la communauté des marchands mariottes qui venait de là. Donc, la distance nord-sud couverte par ce que je pense avoir été les royaumes de Bla est celle-là, 120 km plus ou moins de la capitale, 60 et 60 km de la capitale. Ici, vous voyez la distance entre Mari et Toutoul, et nous savons que dans une manière pas complètement claire, Toutoul était contrôlé par Mari. Toutoul n'était pas un royaume, comme Hama n'était pas un royaume, mais dans d'autres époques, oui, mais pas à cette époque-là. Et alors, si, il faut, if, ça, c'est la moitié, le royaume de Mari arrivait, était beaucoup plus, disons, long, peut-être plus large de celle de Bla, du royaume de Bla. Et c'est sûr qu'à un moment donné, Ebla a pris des initiatives qui ont donné lieu à un traité et à un changement de la situation précédente. Ebla a pris des initiatives qui font référence à Carchemish, ici, le point de passage du Levant et l'Anatolie vers la haute Mésopotamie. Et donc, on peut penser qu'Ebla était capable d'avoir une politique étrangère qui arrivait d'ici à là. Mais je ne suis pas sûr qu'Ebla a jamais exercé un vrai contrôle territorial sur Carchemish. Plutôt, comme j'ai déjà dit, j'ai l'impression qu'Ebla, comme les autres pouvoirs politiques de l'époque, était très intéressé au contrôle des points spécifiques dans des routes qui étaient au fond commerciales, et c'était là les désirs des différents pouvoirs se concentraient, contrôler des endroits précis. Et Carchemish, pour moi, est important parce que
c'est le passage sur l'Euphrate, pas parce qu'il y a la terre agricole à Carchemish. Ebla n'avait pas besoin de la terre agricole de Carchemish, je crois. En bref, nous devons choisir entre guerre ou commerce comme facteur qui a déterminé la grande richesse des blats pressargoniques, que vous voyez ici, des échantillons bien préparés par les archéologues de trouvailles de choses en or et les lapis-lazuli qui viennent de l'Afghanistan. Cette grande richesse des blats pressargoniques est évidente. Chiffres et matériaux trouvés par les archéologues sont là pour nous dire que Ebla était extrêmement riche. Personnellement, je suis en faveur du commerce comme origine ultime de la grande richesse matérielle d'Ebla. Bien sûr, cela ne signifie pas que les guerres n'ont pas été enregistrées dans les textes du Palazzo G. Non, naturellement. Cependant, à ma connaissance, les attestations sur des batailles exprimées par les sumérogrammes M3 sont réduites à une demi-douzaine au maximum. Et je crois toutes se référant à des zones très lointaines, et je dirais généralement septentrionales, en direction de l'Anatolie. D'autres événements violents ont été enregistrés, bien sûr, mais même ainsi, à mon avis, il n'en résulte pas un cadre d'activité prédatrice continue, compulsivement annuelle. Au contraire, une constante activité commerciale à longue distance émerge. La fondation conceptuelle des activités qui ont produit ce que je vais définir comme optimum commercial devrait se trouver dans un texte religieux qui a été produit quelques siècles avant l'incendie d'Ebla, la fin d'Ebla pressargonique, dans les domaines culturels kishites du royaume de Kish, plus précisément à Sippar, la ville sainte du dieu du soleil Shamash, le dieu qui était le grand patron des marchands honnêtes. Pas tous les marchands honnêtes. Cet hymne, non par hasard trouvé au Ebla, contient un ou une, je ne sais pas, extraordinaire péricope sur le commerce. Et ici, vous voyez synthétiser sa grande analytique complexité. Et je prendrai un peu de temps pour le voir un peu plus en détail. Ici, j'ai suivi la narration antique, donc c'est une paraphrase de ce qu'on comprend de cette péricope commerciale dans l'hymne à Shamash de Sippar. Et puis, j'en ferai une synthèse moderne. Mais donc, partons de ce texte. Et après, les points saillants. Alors, suivant le rouge, qui est plus facile, la succession textuelle des mots que nous pouvons comprendre, ou bien ou d'une manière suffisante. Soldat, établir, terre étrangère, donner, marchand de longue distance. Donc, il y a un logos qui est fondé sur ces notions-là. Et ça, c'est comme moi, mais je ne suis pas le premier. Il y a d'autres très grands savants qui ont essayé de comprendre ce texte. Alors, pour moi, il y a if, then, comme d'habitude. Si ça arrive, blablabla sur le qu'on a vu, alors ça arrivera. Le texte est religieux, donc la référence n'est pas un événement historique ponctuel, c'est une discussion qui peut aller bien n'importe pas où et n'importe pas quand. Et alors, on voit qu'il y a d'autres mots-clés pour la distribution, pour la circulation des marchandises,
précieuses, naturellement, les lapis, l'argent, mais pas seulement ça. Il y a la référence à la célèbre forêt de cèdres. Il y a des notations qui font un peu comprendre les terrains, les sols, la géographie, les territoires de la circulation. Ici, on voit très bien des bois, des prix et d'autres objets importants pour d'autres raisons. Mais encore l'huile, les miels. Et vous vous souvenez, au début, j'avais dit on pourrait faire une petite histoire sur les miels et on les retrouve à ces grands niveaux. Là, on est au niveau majeur, pas un enregistrement administratif. Et on dit aussi peut-être comment on les faisait circuler, en relation probablement aux dimensions. Ça doit être quelque chose qui est... Quelqu'un pense réellement à la gomme. Et gamme pourrait être lié à notre mot moderne, gomme. Et il y a aussi une référence ici au fond que la région entre Sippar et Babylone, on le sait, était pleine d'eau de surface. Et c'était logique de faire d'utiliser des, je dis bateaux, mais naturellement des choses comme identifiées par ce diagramme-là comme moyen de transportation des marchandises. Donc ça, c'est une compréhension simple de ce texte difficile. Ici, j'ai essayé de tout réorganiser et de montrer que le texte a une taxonomie. Shamash est naturellement le grand patron, mais après, il y a que les militaires qui sont à la base, sont cités avant les marchands. Donc, si les pays est bien politiquement sûr, parce que les rois est capable de dire à ses soldats de garder les routes en ordre, alors les marchands peuvent faire tout ce que nous voyons, la richesse épouvantable, qui naturellement ça c'est un peu de la littérature, mais fondée probablement, je crois, sur une réalité opérative au fond simple. Et donc, si je le comprends bien, en deux mots, ce texte extraordinaire nous dit que si les rois périphériques mettaient de l'ordre dans leur pays, y établissant dans leur pays la civilisation à travers un contrôle politique exercé grâce aux soldats qui garantissent la sécurité, alors tous les commerçants peuvent apporter leurs marchandises précieuses ici au centre. Mais naturellement, le texte représente la perspective de l'Ebabar de Sippar, donc ici et ici, Sippar, dans ce texte. Mais c'est fractal, dans quelque manière. On peut le répéter n'importe pas où il y a une Sippar, une Ebabar et un Shamash. Les bien-être résultants, et ces mots-là est toujours... Même aujourd'hui, ce mot-là est central. Hein. Dans la vie politique d'aujourd'hui, ce mot-là est central, même aujourd'hui. Et le bien-être résultant est donc partagé par les centres et les périphéries. Non seulement l'importance structurelle, mais aussi l'existence même de ces commerces de longue distance à l'époque des archives de Bla a été niée avec insistance. Mais je crois que les textes cunéiformes disent le contraire, en accord aussi avec les données archéologiques plus générales. Ici, vous voyez, comme j'avais fait au début, de la Grèce jusqu'à la vallée de l'Indus. Donc, je crois que tout ça est fiable. Et alors, à mon avis, et je commence à terminer, la grande richesse matérielle de l'Ebla présargonique provenait de l'agriculture, bien sûr. Par exemple, très important était la production d'huile d'olive, mais nous avons vu 1 million de
une quantité de céréales. Donc, bien sûr, des industries, par exemple, très important était le travail de la laine, très important. Ça implique la présence d'une quantité énorme de moutons. Et le troisième élément, après l'agriculture et les industries, est le commerce. Et par exemple, Ebla participait du réseau qui distribuait dans les Proche-Orient, le large Proche-Orient, Égypte inclus, les troncs d'arbres de qualité, mulet, lapis-lazuli, or et argent, huile d'olive aussi. En ce qui concerne la scène politique, la configuration formée dans le nord du Levant par les rois d'Ebla, maintenant je parle d'une configuration politique plus large que les royaumes d'Ebla. Les rois d'Ebla avaient une position de leader, mais à côté de lui, il y avait une vingtaine de rois alliés, de soci, et tout ça est attesté dans les textes. Souvent, ces rois alliés étaient apparentés. Il avait marié une femme éblaïte de la maison royale éblaïte. Et cette configuration qu'on pourrait peut-être classifier comme fédération, dans la bibliographie, les deux entités méridionales que j'ai classifiées comme paléo-amorites ou proto-amorites sont considérées être des confédérations. Et peut-être c'est juste... ici, je parle plutôt d'une fédération, c'est-à-dire il y a une position apicale, il y a les rois d'Ebla qui est un peu plus important des autres. Cette configuration, Ebla et ses soci, était l'un des centres du commerce à longue distance. Pour sa nature internationale, les segments de ce commerce impliquaient d'autres superpuissances, comme Mari, Nagar, Hamadzi, Kish en Mésopotamie, Armi et Gablul en Anatolie, Urashmach dans le Levant sud, Dugurashu en Égypte. Et cette liste est fondée sur le texte cuneiforme d'Ebla, peut-être elle est incomplète. Les activités diplomatiques intenses et constantes de ces superpuissances sont bien documentées, y compris de nombreux pactes politiques. Et les mots-clés sont Namkud, on jure et on fait une chose qui est définie comme une offrande de l'huile d'olive. Et certains mariages interdynastiques. Les courts laps de temps couverts par les archives du Palais G a été globalement paisible, selon moi. Plus paix que guerre. Spécifiquement, cela s'applique aux relations entre Ebla et Marie, dans l'ensemble, pour moi, formellement bonnes, avec quelques contrastes épisodiques dus à une rivalité politique compréhensible pour contrôler des royaumes moindres dans des zones tampons, dans des buffer zones. Les occurrences de guerre sont plutôt rares. On a très peu d'attestations, comme je dis, des mots-clés pour la bataille et les pillages. Les mots qui très souvent est considéré très important, Agakar, je crois qu'il semble tout simplement une razzia, tandis que l'expression Nikas toponyme ne devrait pas se référer à une expédition militaire contre ce toponyme-là, mais plutôt à une expédition commerciale et diplomatique de ce toponyme, principalement vers Ebla ou en transit dans les royaumes d'Ebla. Et donc, comme on a vu, Nikas, avec Gaesh, Tamgar et Lucar, sont les mots-clés pour reconstruire un jour, on espère vraiment que une équipe fera ce travail, un grand travail, pour mettre ordre et cartographier les données
Ce sont des centaines, probablement des milliers de données qui dérivent de l'analyse de ces mots-clés. Et je termine en disant qu'à mon avis, il faut revenir au texte cunéiforme, trouvé de manière choquante à Tel Mardi qu'il y a une cinquantaine d'années. Et même sans les inscriptions royales commémoratives qui n'ont été pas trouvées, on pourra écrire une histoire décente de Blas présargonique, événementielle et culturelle, quand la communauté scientifique pourra disposer d'éditions fiables des textes écrits sur les tablettes d'argile des archives du Palazzo G. Et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, cher Marco, pour ce quatrième et dernier cours avec une sorte de feu d'artifice. Alors, j'avais noté quelques questions de détail et plus générales. Pour Armi, tu as fait allusion simplement au fait que ce soit en Cilicie, mais, sauf erreur ou distraction de ma part, tu ne nous as pas vraiment expliqué la raison pour laquelle tu mets Armi beaucoup plus au nord que d'autres propositions. Oui, en bibliographie, il y a 3 propositions, 4 en réalité. La première était point d'interrogation, personne ne le savait. Après, on a proposé qu'Armi se trouve rive gauche de l'Euphrate, sud de Carchemish. À Tel Basi. Donc, en Mésopotamie, au fond, et sur le fleuve. Et naturellement, ça est lié au fait qu'on pense que le toponyme Armi qui de Blas doit être le même que le toponyme Armanum d'un texte célèbre qui fait référence à Naramsin d'Akkad, qui n'est pas un texte plus tardif, mais qui qui pourrait être une copie d'un texte plus ancien, dans lequel il y a une extraordinaire description d'un siège et d'un fleuve. Et Armanum serait sur le pouvoir politique était sur le top de cette colline, et le texte est formidable. Et alors, on a pensé que l'Euphrate pouvait être le fleuve de l'Armanum mésopotamienne. Après, j'ai proposé la Cilicie en tenant compte du fait que Armanum est parmi les toponymes clairement importants, il est un superpower, qui sont liés à un commerce qui, pour moi, doit être considéré comme un commerce entre la région d'Alep et la région de Kültepe, au fond. Et sans entrer dans les analogies ou les différences avec la documentation plus tardive de Kanish, je pense que c'était un segment, disons, babylonien, pas assyrien, parce que si tu continues la route commerciale méridionale, tu pars de la région entre Konya et Kültepe, il y a l'État russe, la Cilicie et d'autres routes pour arriver à la région d'Alep, et on continue par Mari, et on arrive en Babylonie, et après en Sumer, Goudéa. Et c'est un circuit parallèle au circuit septentrional qui a la Assyrie comme un pôle oriental et Kültepe et le nord de Kültepe comme un pôle occidental. Donc 2 routes parallèles. Et après, on a proposé que Armi ait trouvé rive droite de l'Euphrate à Samosata, donc perdu aujourd'hui parce que le lac on ne peut rien faire sur le terrain là. Et donc il y a 3 propositions très différentes. Et il y en a une 4e qui, d'une manière un peu plus rapide, fait référence à Alep. Donc, en réalité, il y en a 4 en bibliographie. Et il faut se décider. C'est parmi les 2, 3, 4 questions de base, parce que si on prend une option, il y aura des conséquences. Si on prend l'autre option, il y aura d'autres conséquences.
Moi, je suis pour l'option la plus occidentale et nordique, disons. Et à ton avis, quelles sont les chances d'avoir une réponse définitive dans un proche avenir et de quelle façon? Alors, si je connais un peu nos études, c'est sûr que travailler à l'interne de la documentation disponible d'une manière cohérente, bien organisée, pas un peu chaotique comme on a fait jusqu'ici, et si on met toutes les données en ordre, on aura des probabilités. Donc, j'espère que dans 10 ans, 20 ans, quelqu'un pourra dire, eh bien, les données mises en ordre nous donnent une probabilité 80 pour l'option laquelle, 12 pour une autre et 8 pour un autre. On restera toujours dans le domaine des probabilités. Le jour que quelqu'un trouve des matériaux nouveaux, ça sera le vrai changement. Arrivera pas par nous, mais par les hasards de fouilles. Bien, mais je crois qu'il va être temps de conclure, et donc je vais me livrer au rituel habituel en te remettant cette médaille. Cette médaille, elle est quand même particulière. Alors tu peux voir sur la face, il y a la façade du bâtiment Chalgrin du Collège de France. De l'autre côté... Je la prends. Hein. Elle est à toi. De l'autre côté, comme tu es un professeur homme, tu as Guillaume Budet. Et sur la tranche, tu as ton nom. Mais il y a une particularité. Et c'est intéressant parce que ça nous fera réfléchir à la valeur des témoignages écrits, parce qu'il y a écrit Marco Bonecchi 2024. Et la raison, c'est que la monnaie de Paris, qui grave ces médailles, eh ben, elle avait déjà fait son travail l'année dernière quand tu as été invité. Donc, il avait raison, oui. Voilà, et donc ça garde le souvenir du fait que, heureusement, tu as pu cette année venir. 2 renseignements mais du coup, la date est fausse. D'accord. Et donc, les historiens du futur auront un problème. Qu'est-ce que c'est que cette médaille 2024 ? Voilà, donc on termine avec une énigme pour les historiens du futur. Formidable. Merci.